Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Hellbringer. Mon nom est Maxime Gauthier et aujourd'hui je fais une vidéo d'explication des règles du jeu. Donc j'ai déjà fait plusieurs vidéos où est-ce que je présente le jeu. Par contre cette fois-ci c'est la version finale évidemment. Ça fait longtemps que je voulais la faire. J'ai fait plusieurs tentatives juste avant et je me disais, je vais faire du montage, je vais faire tout ça. Et à chaque fois, je m'écœurais de faire tout ça parce que j'haïs ça faire du montage, j'haïs ça essayer d'avoir la meilleure take possible, si on peut dire ça comme ça. Donc, ce que je vais faire, je vais vraiment y aller comme ça, au feeling. C'est vraiment la façon que je préfère. J'espère que j'oublierai rien. Je devrais quand même couvrir pas mal tous les éléments. Donc, je vais passer, dans le fond, le jeu de base ainsi que les extensions. Donc, je vais tenter de vraiment vous expliquer le plus possible tous les éléments. Je vais aussi faire une mise en place. Donc, je sais qu'il y a une autre vidéo où est-ce que justement il y a la mise en place. Par contre, je vais la refaire avec vous parce qu'une fois que je vais l'avoir fait, j'aime ça comme commencer, entre guillemets, une partie pour pouvoir vous expliquer dans le fond certains aspects du jeu. Alors, sans plus tarder, on démarre tout ça. Alors, nous voici sur la table de Hellbringer. Donc, lorsque vous allez placer tous les éléments, il va y avoir énormément de cartes. Évidemment, c'est un jeu de cartes et de dés. Donc, vous allez avoir quand même quelques plateaux. C'est quand même assez facile. Vous avez le plateau des ennemis et le plateau de joueurs. Si vous jouez à plusieurs, chacun va avoir son propre plateau. Vous allez prendre aussi un petit marqueur ici. Donc, chaque joueur va prendre un marqueur et un plateau. Et on va pouvoir commencer, dans le fond, la préparation de tous les éléments. Ce que je vous invite à faire avant de placer tout ça de cette façon-là, c'est juste de remarquer certains types de cartes. Donc, lorsque vous allez sortir tous les éléments, je vous invite tout de suite à regarder sur l'envers, par exemple, d'une carte. Vous allez voir ici, vous avez l'icône qui représente dans le fond le type de carte. Donc, si vous regardez de l'autre côté, ça se pourrait qu'il y ait d'autres icônes de l'autre côté. Donc, ça dépend vraiment, normalement, c'est quoi la carte, mais règle générale, vous avez juste à regarder le côté noir et placer toutes les cartes qui sont identiques avec les mêmes icônes. Si jamais vous voyez, par contre, il y a des cartes qui sont recto-verso, ce n'est pas une erreur, je vais y revenir tantôt, mais ces cartes-là, vous pouvez les placer ensemble. La dernière chose que je peux dire, c'est que pour les classes, vous allez voir, il y a dans le fond des cartes que moi je mets ensemble. Donc, toutes ces cartes-là ici, c'est si jamais je sélectionnais la classe du guerrier. Vous allez remarquer que le contour des cartes a une couleur. Donc, c'est pareil pour toutes les cartes du jeu. Donc, généralement, les cartes de départ de chacune des classes va être style rose. Les deux seules cartes spéciales, c'est l'âne et l'élixir de départ. Je vais y revenir un peu plus tard, mais bref, vous pouvez placer tous ces éléments-là de cette façon-là. Donc, normalement, il va y avoir au total 3 capacités, 2 cartes pour le personnage qui ont comme la même couleur que la bulle en haut ici. On ne le voit pas à cause du reflet, voilà. Vous avez comme une bulle en haut. Si on met cette carte-là, vous avez la même icône et même chose pour cette carte-là ici qui est de côté. C'est la même bulle ici. Donc, bref, vous placez tout ça ensemble et ensuite, ça devrait donner approximativement ça ici. Donc, la première chose qu'il faut savoir dans Hellbringer, c'est quoi le but? Donc, en gros, vous êtes un héros qui va s'aventurer dans un donjon pour aller tenter d'éliminer le démon qui se trouve à la toute fin. Comment que ça fonctionne? C'est qu'il va y avoir des étages. Donc, vous allez devoir descendre de plus en plus profondément dans le donjon pour éventuellement faire apparaître le démon que vous allez devoir éliminer. Donc, à travers cette descente-là, vous allez trouver des objets, des enchantements, vous allez trouver des compétences, des potions, des cartes de défense, des compagnons, et vous allez évidemment tuer des monstres qui vont vous rendre de plus en plus puissant. Donc, à travers cette descente-là, vous allez builder votre personnage pour devenir de plus en plus puissant pour réussir à vaincre le démon qui se trouve à la toute fin. Alors, grosso modo, c'est le concept du jeu. Alors, pour commencer, ce que je vais faire, je vais tenter d'expliquer
cartes qui sont les plus importantes. Et ensuite de ça, ben, je vais commencer à placer un peu, faire dans le fond une préparation de jeu et vous expliquer plus en détail le fonctionnement de chacun des éléments. Alors, normalement, on va commencer avec les cartes communes. Donc, je vous présente ça ici. C'est le gros paquet de cartes. Il y en a énormément. Il y en a 151, si je ne me trompe pas. C'est représenté par la petite icône juste ici, à l'arrière de la carte. Si vous regardez des autres côtés, vous allez voir les icônes diffèrent. Donc, c'est-à-dire que ça peut être, par exemple, une potion, un sort, ça peut être un enchantement, ça peut être un objet, ça peut être un compagnon. Ça peut vraiment être plein de types de cartes. Toutes ces cartes-là sont bénéfiques pour les joueurs. Donc, vous avez énormément de loot que vous allez pouvoir, dans le fond, tenter d'acquérir et voir si vous désirez l'équiper ou non sur votre personnage. Alors, toutes ces cartes-là, on va les prendre, vous allez pouvoir les mélanger. Je ne le ferai pas de mon côté puisque ça va être de la perte de temps. Mon but, c'est juste de vous montrer comment que ça fonctionne. Alors, une fois que vous allez avoir pris des cartes, on va pouvoir commencer à tout simplement préparer le donjon. Comme je vous ai dit, c'est des étages, donc on va créer, dans le fond, un certain nombre d'étages qui va nous permettre de créer le donjon en entier. À l'intérieur de cette pioche commune-là, qu'on l'appelle, on va placer des cartes combat ici qui vont faire apparaître des monstres lorsqu'on va les piocher. Donc, c'est négatif. C'est des effets négatifs, si on peut dire. Et vous avez les tombes ici qui font avancer l'histoire dans laquelle vous allez vous trouver, ainsi que donner des effets positifs. Alors, à travers tout ça, par contre, on va trouver aussi des emplacements. Donc, dans le jeu de base, et là, je vais sauter un peu du coq à l'âne, mais dans le jeu de base, vous avez le cimetière dans lequel on démarre. Et ça, c'est pareil aussi dans les extensions. Par contre, les extensions ajoutent une certaine variante. Je vais expliquer le jeu de base. Après ça, je vais expliquer la variante qui est ajoutée avec l'extension Quête et Marchand. Alors, dans le jeu de base, vous descendez ensuite dans la crypte. C'est l'emplacement suivant. Donc, si jamais vous avez joué à Diablo, surtout le 1 ou à la limite le 2 qui est dans, si je ne me trompe pas, c'est la tour de la comtesse, vous allez dans le fond descendre de niveau à niveau et le niveau va devenir de plus en plus difficile, le niveau des monstres. Alors, c'est un peu la même chose dans Hellbringer. Donc, vous allez descendre dans la crypte et ça va rendre les monstres un peu plus puissants dans un certain sens. Donc, leur perception, le niveau requis pour les voir et les attaquer va augmenter. Alors, lorsqu'on va descendre ensuite dans la caverne, ce bonus-là va augmenter et faire apparaître d'autres monstres. Ensuite, ça va être l'enfer et finalement, le tombeau. Cette carte-là fait apparaître le démon qu'on doit aller éliminer. Alors ça, c'est dans le jeu de base. C'est quand même très linéaire. Donc, vous allez tout le temps descendre et la perception va augmenter. Vous allez devoir gérer ça. Dans la version avec les extensions, vous allez remplacer certaines cartes ici. Donc, toutes ces 4 cartes-là vont être remplacées par des escaliers. Ici. Alors, on démarre toujours dans le cimetière, mais ensuite de ça, ça va être toujours des escaliers. Qu'est-ce que les escaliers font? C'est que vous allez pouvoir décider vers quel endroit vous allez aller. Donc, c'est-à-dire que maintenant, vous allez pouvoir sélectionner quel type de bonus vous voulez conférer au monstre. Donc, par exemple, je pourrais décider, lorsque je suis dans le cimetière et que je prends la première escalier, je pourrais décider, bon, ben, on s'en va à gauche, qui est dans la crypte, et on donne le bonus régulier des monstres, qui est la perception, ou on s'en va dans les catacombes, qui donne plus de vie aux monstres. Alors, ensuite, quand on va avoir sélectionné, par exemple, un des deux chemins, il va y avoir un autre choix qui va nous être offert. Donc, par exemple, dans les catacombes, quand on va vouloir continuer de descendre, je cherche mes cartes et je crois qu'il m'en manque. Oups. Ah non, elle est là, bien sûr. Alors, vous allez avoir, par exemple, un autre choix. Donc, je vais faire un petit placement vraiment rapide, juste pour vous montrer visuellement à quoi que ça ressemble. Donc, alors,
vous avez le cimetière dans lequel on débute. Et comme j'expliquais, vous allez pouvoir choisir à gauche ou à droite, donc catacombe ou crypte. Ensuite, en fonction de l'endroit où est-ce que vous allez aller, il va y avoir tout le temps 2 choix qui vont vous être offerts et vous allez comme faire le chemin que vous désirez. Donc, par exemple, je pourrais aller dans les catacombes et ensuite de ça, aller soit dans les mines ou le gouffre. Si je vais, par exemple, dans les mines, je vais pouvoir ensuite choisir entre abîme ou mausolée. Et si, par exemple, je vais dans abîme, je vais pouvoir décider d'aller dans le tombeau ou le néant. Donc, à chaque fois qu'on descend de plus en plus profondément et qu'on prend un escalier, on va pouvoir avoir un choix entre 2 cartes d'emplacement. Ce qui permet de, par exemple, mitiger les bonus qui sont conférés aux monstres. Donc, par exemple, si je m'en vais dans cette ligne-là ici, complètement à droite, c'est uniquement des points de vie qui vont être conférés de 5, 10, 15 et 20. Ici, c'est 1, 2, 3 ou 4. Et dans le milieu, c'est un mix des deux. Donc, par exemple, ici, ça va être 5 de vie et 1 de perception. Plus 2 de perception et 5 de vie, plus 10 de vie, 2 de perception. Et finalement, oups, je l'ai inversé. Pas le mausolée qui est dans le milieu, mais le néant. Bref, vous avez compris le concept. Donc, c'est la variante qui va être ajoutée lorsqu'on va ajouter cette extension-là. Moi, je trouve que ça ajoute vraiment un certain niveau supplémentaire en termes, pas d'efficacité, mais oui, je pourrais dire d'efficacité de personnage, dans le sens qu'on peut vraiment décider vers quoi notre personnage va se construire. Donc, par exemple, si je suis le chasseur qui est ici, celui-là va être vraiment basé sur la perception. Alors, il va pouvoir plus facilement aller vers le côté gauche et les autres qui tapent beaucoup plus fort ou qui font beaucoup de dégâts vont pouvoir être plus aller porter vers la droite et d'autres, tout simplement, vont aller dans le milieu. Donc, ça rajoute vraiment un certain niveau de complexité là, à la construction du personnage. Bref, je sais que j'ai pas tout expliqué les éléments, la perception ainsi que la vie, mais je vais y revenir dans pas très long. Donc, bref, vous avez les emplacements. Alors, pour le besoin, dans le fond, de cette vidéo-là, moi, je vais faire un placement avec les extensions, évidemment. Si jamais vous voulez faire un placement sans les extensions, je vais tenter de dire au fur et à mesure que je vais placer tous les éléments ce que vous devez placer si jamais vous n'utilisez pas le jeu de base. Alors voilà. Donc, pour créer notre donjon. Alors, premièrement, comme j'ai dit, on va prendre la pile commune et on va placer un nombre de cartes prédéfinies pour créer un total de 5 piles au total. Je vais juste les retirer ici, comme ça va être plus facile pour vous de voir les piles. J'aurais dû faire ça depuis le début. Alors, on va prendre un total de 4 cartes de la pioche commune. 1, 2, 3, 4. On va les placer pour créer un total de 4 piles. Parce que la 5e pile va être notre pile commune. Donc, les cartes dans le fond restantes. Donc, ça va créer au total 5 piles ici. Et dans chacune des piles, on va rajouter une carte supplémentaire par joueur. Donc, dans ce cas-ci, je vais faire une préparation pour du solo. Donc, ça va être une seule carte, ce qui va faire un total de 5 cartes dans chaque paquet. Ensuite, on va distribuer 4 cartes à tous les joueurs. Donc, je vais me distribuer un 4 cartes. Et si jamais vous jouez en partie libre ou que vous faites la campagne, que vous avez débloqué l'âne juste ici, ça va vous permettre de dévoiler 4 nouvelles cartes supplémentaires pour l'âne. Donc là, dans ce cas-ci, je vais tout simplement lui distribuer 4 cartes. Et quand on va être rendu là, je dévoilerai ces cartes-là. Normalement, vous pouvez les voir. Donc, vous pouvez aussi regarder vos cartes parce que ça va vous être utile pour choisir votre classe. On va y revenir encore une fois tantôt. Donc, on a placé toutes les cartes communes. Il n'y a plus rien à faire avec les cartes communes. Ensuite, on va devoir placer un certain nombre de cartes dans chacune de ces piles-là. Donc, les cartes combat que j'ai parlé tantôt, qui vont rajouter des monstres supplémentaires lorsqu'on va les piocher, on va en rajouter une par joueur dans chaque paquet. Donc, ici, on va en placer une,
une et une parce que je suis en solo. Si jamais vous étiez deux, ça serait deux, trois ou quatre en fonction du nombre de joueurs. Vous allez remarquer ici que des cartes spéciales, donc des cartes confrontation. Ces cartes-là sont des cartes exclusives du Kickstarter. Donc, si jamais vous avez ces cartes-là, vous pouvez tout simplement les mélanger ensemble et les distribuer. Dans mon cas, je les place tout simplement pas pour la simplicité du placement. Les cartes restantes, que si jamais vous ne jouez pas à 4, il va y en avoir, vous pouvez les placer de côté tout simplement. Ensuite, on va placer les cartes tombes. Donc, comme je l'ai dit tantôt, ces cartes-là vont vous permettre d'avancer dans l'histoire de Hellbringer. Par contre, vous allez remarquer qu'il n'y a pas le tome 1. Donc, c'est très simple, c'est que quand vous allez débuter la partie, vous allez lire le tome 1 pour savoir, dans le fond, qu'est-ce qui se passe dans ce scénario-ci. Et il n'y a pas d'effet. Donc, si jamais vous connaissez déjà l'histoire, vous pouvez tout simplement la sauter. Si jamais vous piochez ces cartes-là, vous pouvez tout simplement les ignorer si jamais vous avez déjà commencé l'histoire, vous la connaissez déjà, ou que ça ne vous intéresse pas, peu importe, vous n'êtes pas obligé. Par contre, il va y avoir des effets qui vont être indiqués dans le livret de campagne que vous allez devoir appliquer. Alors, c'est important, on va placer les cartes tombes en ordre. Donc, ça va être... Ici, je vais le retirer. Donc, c'est le tome 2, le tome 3 dans la pile numéro 2, le tome 4 dans la pile numéro 3 et le tome 5 dans la pile numéro 4. D'accord? Alors, maintenant que ça, c'est fait, il reste, dans le fond, deux éléments à faire. Donc, ça va être les emplacements et les portails du marchand. Donc, le portail du marchand, ça vient de l'extension butin et marchand. Donc, c'est un peu spécial de la manière que ça fonctionne. C'est-à-dire que ces cartes-là, premièrement, lorsque vous allez les avoir, c'est un portail qui va vous emmener au village et qui va comme entamer une phase de shopping, si on peut dire ça ainsi. Alors, la manière que ça fonctionne, c'est que tout au long du jeu, vous allez tuer des monstres et vous allez récupérer des loots, donc de l'argent. Et lorsque vous allez arriver au marchand, donc à partir de ce portail-là, vous allez pouvoir acheter des éléments, vendre des trucs, échanger des choses avec d'autres joueurs ou avec votre âme. Et ensuite de ça, lorsque ça va être terminé, bien, vous allez retourner dans le donjon. Alors, ces portails-là, on va placer le premier dans la pile numéro 2, ainsi que la 3 et la 4. Dans la numéro 5, on va venir mélanger, dans le fond, cette carte-là ici. Alors, c'est important, vous devez la mélanger dans toutes les cartes. Par contre, je vous dis ça comme ça, si jamais vous placez la carte ou que vous l'avez oubliée ou que peu importe, c'est possible de tout simplement la placer à peu près où est-ce que vous voulez, sans tout remélanger. C'est quand même difficile de mélanger à peu près 150 cartes là, facilement. Alors, si jamais c'est compliqué pour vous, vous pouvez tout simplement prendre un petit paquet, la mélanger et utiliser ça dans le fond comme dernière pile numéro 5 et après ça venir juxtaposer le restant ici. Moi, c'est ce que j'aime faire. Comme ça, je sais que généralement, le portail du marchand risque d'être pioché. Fait que c'est soit ça ou je le retire complètement parce que je désire pas le mélanger dans tout ça et devoir me donner tout ce trouble-là. Mais encore une fois, les vraies règles sont de mélanger dans toutes les cartes. Alors voilà, maintenant, la dernière chose qui reste à faire va être de placer des cartes spécifiques ici. Donc, je vais juste les retrouver parce que je veux vous montrer le truc de base. Alors, premièrement, vous allez pouvoir placer la carte cimetière juste ici. Et normalement, si vous jouez en mode avec les extensions, donc quête et événements, vous allez placer une carte juste ici comme ça. Si jamais vous jouez avec le jeu de base, ça va être le tombe, l'enfer, la crypte et la caverne, là je viens de dire, à l'envers de droite à gauche. Alors, l'inverse. Je répète, une erreur. La crypte, je vais le dire en ordre d'ailleurs, la crypte, la caverne, l'enfer ou le tombeau. En haut,
de ces cartes-là, vous allez voir, c'est écrit +1, +2, +3 ou +4. Donc, si jamais vous n'êtes pas sûr, vous pouvez juste vous regarder et ça s'incrémente comme ça. Donc, dans mon cas, eh bien, je n'ai pas besoin de ces cartes-là puisque je fais avec l'extension. Donc, je vais maintenant mélanger toutes les piles ici. Hop. Là, je vais le mélanger rapidement. Je vous conseille, pendant que vous faites le mélange, de ne pas regarder la pile, puisque vous allez voir parfois les cartes recto-verso dessus. Et comme je l'ai dit tantôt, j'allais y revenir. C'est normal que vous les voyez. C'est pour vous aider à faire des choix lorsque vous allez devoir piocher des cartes. Donc, par exemple, je le vois que la première carte ici va être le combat. Donc, il va falloir que je réagisse peut-être différemment lorsque je vais jouer. Et par exemple, si je vois l'escalier qui est comme la prochaine carte, ben, je vais pouvoir faire comme OK, on essaie de descendre un peu plus lentement. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. Alors bref, maintenant que ça c'est fait, toutes les piles sont mélangées, on va prendre la pile numéro 1 et placer en dessous l'escalier. On va faire la même chose pour toutes les autres piles. Et enfin, on va prendre la pile numéro 4 et la mettre sur la 5, la 3 sur la 5, la 2 sur la 5 et la 1 sur la 5. Tout ça ici, c'est notre donjon. Donc évidemment, il y a toutes ces autres cartes-là. Donc par exemple, ça donnerait plus cet effet-là ici. Donc tout ça ici, qui est le haut, environ. Ça ici, c'est notre donjon. Ça, c'est des cartes au hasard qui sont placées pour créer au final le donjon. Alors, maintenant que ça c'est fait, le plus gros est déjà fait. Alors, on va regarder nos cartes et d'ailleurs, je vais commencer à expliquer dans le fond comment fonctionne chacune des classes, c'est quoi les attributs et tout et tout. Alors, premièrement, je vais vous expliquer en fait le plateau ainsi que les attributs. Et ensuite de ça, on va regarder les cartes pour savoir, dans le fond, quelle affinité on pourrait avoir. Alors, premier élément sur le plateau de joueur, c'est ici au centre. On va venir placer, par exemple, la classe qu'on va avoir sélectionnée au milieu. Les petites bulles juste en bas, vous allez retranscrire toutes les statistiques, dans le fond, de ce personnage-là. Donc, si par exemple, je prenais le paladin, je pourrais écrire 30 ici, puisque c'est écrit juste en bas là. Voilà, comme ça ici. Et on retranscrit tous les éléments. Je ne le ferai pas ici parce que c'est pas le paladin que je vais choisir. En tout cas, peut-être pas, en fonction des cartes que je vais avoir. Alors, les statistiques qui sont juste ici, j'en profite puisqu'on est là. Donc, vous avez la vie ici avec le cœur, les points d'armure avec l'armure ou le bouclier, la perception avec le petit œil, les points d'action ou votre énergie si vous préférez, vos points de compétence et le nombre de cartes en main. Donc, je vais essayer de vous expliquer un peu plus en détail ces éléments-là. Donc, vous avez la vie et l'armure. Dans Hellbringer, la façon que ça fonctionne, c'est que vous allez lancer des dés pour faire des dégâts. Ces dégâts-là vont s'accumuler ensemble pour donner un résultat, et ce résultat-là va être comparé à la vie et l'armure toujours combinés ensemble. Donc, c'est un peu différent des autres jeux. Par contre, vous allez comprendre la raison, c'est que ça permet d'accélérer énormément le fonctionnement du jeu et ça le simplifie beaucoup. Alors, par exemple, si j'avais, on va faire un exemple de 25-25. Donc, si par exemple, j'ai 25 de vie et 25 d'armure, le total que j'ai de besoin en lançant les dés de dégâts, peu importe lesquels, donc par exemple, je lance tout ça ici, le total en lançant doit être égal ou supérieur au total des points de vie et de l'armure combinés ensemble. Donc là, ici, ça serait un total de 50. Donc, si jamais je lançais, disons ça ici, donc 60, je serais éliminé. Si jamais je lance un total de, ici, 40, ou même 45, peu importe, je ne serai pas éliminé et je ne perds aucun point de vie. Donc, la vie et l'armure sont toujours combinées ensemble et elles ne varient
pas jamais. Donc, vous n'allez pas la tracker ou quoi que ce soit. Vous allez juste tracker à où est-ce que vous êtes rendu. OK, donc, la différence par contre entre la vie et l'armure. Donc, si vous regardez les points de vie ici, donc ça va toujours être stable. Donc, ça augmente beaucoup moins vite. Par contre, l'avantage que ça a, c'est que les monstres qui vont être présents en jeu ne vont jamais réduire vos points de vie. Ça va toujours réduire vos points d'armure, un peu comme du piercing ou de la pénétration en fait d'armure. Donc, c'est un peu ce mécanisme-là qui entre en jeu. D'où la différence justement avec l'armure qui va être beaucoup plus sujet à être variable. Par contre, elle augmente beaucoup plus vite. Alors ça, c'est les points de vie et l'armure. Ensuite, on a la perception. La perception va vous permettre de voir, d'avoir en vue en fait les ennemis qui vont être sur le plateau des ennemis. Alors, si je fais un petit zoom juste ici, vous allez voir, on a deux sections. Si jamais vous jouez en coop, vous allez avoir une troisième section dans le milieu qui est la vue mix. Sinon, ici, c'est la section en vue ou la section hors vue. Alors, vous allez placer les monstres que vous allez rencontrer. Je vais en prendre un au hasard. Alors ici, on a l'homme-rat ici, qui a un total de 5 de perception. Vous voyez, il y a le même petit icône avec le même œil. Donc, la façon que ça va fonctionner, c'est qu'on va comparer vos points de vie ici avec vos points de vie, vos points de perception avec les points de perception du monstre. Et vous allez placer la carte sur le plateau en fonction de si vous le voyez ou non. Donc, si jamais vous avez égal ou supérieur, vous l'avez en vue. Et si jamais votre chiffre est plus petit, il va être hors vue. Donc, dans ce cas-ci, l'homme-rat, qui avait un total de 5, va être placé hors vue. Et si j'en prends un autre, juste pour faire un exemple, vous voyez ici, j'ai Chien de l'Enfer qui a un total de 3. Il va être placé dans la section hors vue. Si jamais on jouait à plusieurs, la carte, par exemple, si j'avais un autre collègue qui était à côté de moi et qui avait un total de 5, on placerait l'homme-rat dans la section vue mix. Alors, la section vue mix veut dire qu'un ou deux le voit. C'est plus comme un reminder, un rappel pour se dire, OK, ben, il y a quelqu'un dans l'équipe qui le voit et il va être placé à cet endroit-là. Donc, lui va pouvoir l'attaquer. Donc, ça veut dire que si jamais vous êtes plusieurs, c'est pas à cause qu'il y a un joueur qui a 5 qui va faire que tous les monstres, on va les voir. Lui seul va voir ce monstre-là et d'autres vont devoir améliorer leur perception jusqu'à l'avoir en vue ou jusqu'à ce qu'il soit éliminé, évidemment. Alors ça, c'est le fonctionnement de la perception. Et je vous rappelle, dernier petit truc, à chaque fois que vous allez descendre, ça se peut que les monstres aient des points de vie supplémentaires ou de la perception, ce qui risque de faire rendre les monstres et les placer à l'arrière. Donc, si par exemple, on était rendu dans la crypte et que j'avais toujours 3 de perception, le chien de l'enfer deviendrait hors vue. Donc, il serait placé en arrière, comme je viens de faire à cet exemple-là. Alors, voilà pour cet élément. Ensuite, on a les points d'action. Alors, je vais faire un exemple avec, encore une fois, 3. Alors, les points d'action sont des actions que vous allez pouvoir faire avec votre personnage. Donc, à chaque début de tour, vous allez avoir votre maximum qui est indiqué ici. Donc, dans ce cas-ci, c'est 3. Alors, je vais pouvoir activer n'importe quelle carte. Alors, vous allez avoir des cartes. Par exemple, si je regarde ici, une carte qui coûte 2 et d'autres cartes qui coûtent 0, des cartes qui coûtent 1, comme ça ici. Donc vraiment, vous allez pouvoir regarder le coût de chacune des cartes et activer les cartes que vous désirez utiliser. Alors, grosso modo, c'est aussi simple que cela. Plus que vous allez en avoir, plus que vous allez pouvoir faire des combinaisons. Donc, vous allez pouvoir soit activer quelque chose qui coûte 10 parce que vous en avez 10. Vous allez pouvoir activer 10 cartes qui coûtent 1. Vous pouvez activer 2 cartes qui coûtent 5. Bref, vous avez compris le concept. Et ensuite de ça, à la fin de votre tour, vous allez probablement vous ramasser à 0 sur votre total ici, qui est par exemple ici 3. Alors, vous allez noter que sur certains monstres et même compagnons, il y a la même éclair, mais bleu. Je vais tenter d'en trouver un, voilà.
Voici un compagnon ici. Donc, j'ai souvent beaucoup la même question qui me revient et qui me dit, mais à quoi servent ces merveilleux trucs-là? Pourquoi tu as mis ça? Ça sert absolument à rien. Donc, il n'y a pas beaucoup de cartes, mais il y a des cartes qui vont interagir avec ce chiffre-là. Normalement, vous pouvez tout simplement les ignorer. Je pense que c'est le concept le plus simple. Par contre, il y a des cartes, par exemple, comme hors de contrôle ici, qui va se baser. Vous allez voir ici, il y a le même petit. Voyons, je dirais pas, le même petit icône que nous, donc le jaune, ainsi que le bleu. Donc, on fait une comparaison pour savoir si, par exemple, cette carte-là va s'activer ou non. Donc, bref, c'est aussi simple que ça pour les éclairs bleus. Ensuite, on a les points de compétence juste ici. Donc, je vais tenter d'expliquer ça le plus simple possible. Vous allez avoir, par exemple, des compétences. Donc, premièrement, les compétences sont représentées par le petit icône ici, un genre de petit parchemin. Donc, grosso modo, vous allez pouvoir activer des cartes comme ça ici, peu importe de quelle classe vous êtes. Donc, par exemple, je suis guerrier, je pourrais activer concentration pour obtenir le bonus. Je pourrais aussi faire Bola pour avoir l'effet qui est indiqué en dessous. Je pourrais attaquer, je pourrais avoir un effet. Vous pouvez vraiment utiliser n'importe quelle carte et faire n'importe quel combo. Par contre, si jamais vous ne les avez pas apprises, ces compétences-là, ces cartes-là vont être défaussées. Donc, dites-vous que peu importe la carte que vous allez avoir, si vous ne l'apprenez pas, c'est un one-shot deal. Donc, vous l'utilisez, c'est mis dans la défausse et c'est terminé. Par contre, si jamais vous décidez de l'apprendre, premièrement, il y a certaines restrictions, mais vous allez pouvoir la réutiliser indéfiniment. Donc, quelles sont les restrictions pour apprendre des compétences? Alors, premièrement, on va regarder que c'est bien une compétence. Donc, le petit icône juste à droite ici, c'est le parchemin. Et ensuite, on va regarder la sphère de couleur dans la carte. Donc, si la sphère de couleur est la même couleur que votre classe, donc si j'étais par exemple le chasseur, donc j'ai du bleu et la carte ici est les bleus, je peux décider de l'apprendre. Apprendre la carte est entièrement gratuit. Vous n'avez pas à payer pour la placer à votre droite pour l'activer. Vous avez juste à la prendre et la placer là. Et vous allez pouvoir l'utiliser quand vous allez vouloir. Donc, tant qu'elle est là, vous allez pouvoir la réutiliser. Et en plus, quand vous voulez, vous pouvez payer le coût pour activer cette carte-là. Alors, c'est comme ça que les compétences vont fonctionner. Par contre, le chiffre qui va être ici, donc par exemple, je mets 1, et la quantité de cartes que vous pouvez apprendre. Donc là, présentement, vu que j'ai juste un, je pourrais apprendre Bola, mais je pourrais rien apprendre d'autre puisque je n'ai pas assez de points de compétence. Alors, il est à noter qu'il y a des cartes qui ont une sphère noire. Ces cartes-là peuvent être apprises par n'importe quelle classe ici. Donc, je suis moine, je suis guerrier ou quoi que ce soit, n'importe qui peut apprendre Pileur parce que c'est une compétence et c'est noir ici. C'est aussi simple que ça pour l'apprentissage des compétences. Ensuite, on a le dernier qui est les cartes en main. Alors, les cartes en main. Lorsqu'on va jouer, on va utiliser des cartes. Donc, on va par exemple apprendre une carte, on va équiper un objet, on va utiliser une carte pour faire un effet, attaquer, peu importe. On va utiliser certaines cartes tout au long de notre descente. À la fin de notre tour, on va toujours aller dans la pile commune, piger le nombre de cartes qu'on a besoin pour se remettre à notre maximum, qui est par exemple dans ce cas-ci 5. Donc si par exemple j'ai mes 5 cartes, on va faire cet exemple-là, considérons ça ici, la pile juste au-dessus de ma tête, la pile commune pour pas que je puisse la mélanger. Alors, j'ai mes 5 cartes ici. J'utilise, par exemple, 3 cartes. C'est la fin de mon tour. Je les défausse. Donc, je vais les mettre juste ici pour dire que je les ai défaussés. Donc, par exemple, il me reste 2 cartes. Et donc, il y a une des 2 cartes qui ne me plaît pas. Je peux la défausser si je veux. Donc, je prends cette carte-là, je la défausse, j'en ai pas de besoin. Il me reste une carte. Je dois
remplir ma main pour me rendre à mon maximum. Donc, je vais piger au total le nombre de cartes qu'il manque. Donc, dans ce cas-ci, c'est 4. Et je vais remplir ma main pour retomber à mon maximum. Donc, premièrement, si jamais j'ai une carte, peu importe, une compétence, un objet, un enchantement, whatever, qui fait augmenter ce numéro-là, je ne pige aucune carte sur le champ. C'est uniquement à la fin de mon tour que je vais aller me remettre à ce chiffre-là. Si jamais j'avais 6, je défausserais une carte pour me remettre à mon maximum qui est ici. C'est tout. Alors, je me suis remis à mon maximum. Si jamais il y avait des cartes à effet immédiate, je les appliquerai sur le champ. Donc, il va falloir faire attention à ça ici. Vous avez une icône ici qui est comme une petite tornade. Toutes les cartes, en fait, qui sont généralement recto-verso, s'appliquent immédiatement une fois qu'on a pigé toutes nos cartes. Donc là, par exemple, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Je les applique et ensuite de ça, c'est officiellement la fin de mon tour. Donc, c'est comme ça que fonctionnent les cartes en main. Alors, la petite chose que je peux rajouter là-dessus avant de poursuivre, c'est dites-vous que chaque carte que vous allez piocher est un pas de plus dans le donjon. Donc, à chaque fois que vous brûlez des cartes, que vous en utilisez, que vous équipez, quoi que ce soit, vous allez repiocher des cartes et ça va vous faire descendre dans le donjon. Et ça va faire éventuellement faire apparaître le démon. Donc, plus vous jouez rapidement, plus vous descendez vite, plus que de monstres, plus que vous devez gérer tout ça en même temps, plus que ça peut devenir difficile. Alors, je vous conseille de ne pas défausser de cartes trop souvent, ou en tout cas de faire les bons choix au bon moment. Alors voilà. Donc, on a fait le tour sur tous les éléments. Maintenant, je vais faire une petit tuto de comment bien lire une carte. Donc, évidemment, on l'a déjà vu un petit peu parce que je vous parlais de d'autres trucs et je vous ai présenté des choses sur chacune des cartes. Mais voilà. Donc, on a ici, par exemple, le cri de guerre. Donc, en gros, ici, on a la sphère ainsi que le coup de la carte. Donc, dans ce cas-ci, c'est 1 et la sphère est brune, donc ça appartient au guerrier. Si jamais vous voyez mal les couleurs, il y a des petits picots vraiment en bas qui font comme le tour. Qui font le tour de la carte. Donc, il faut vraiment regarder avec nos yeux. Là, je pense qu'à la caméra, on ne le verra pas. Mais vous voyez, en dessous de 1, il y a un petit picot. Et sur celui du paladin, il y en a 4. Donc, en gros, chacun des personnages a des petits picots. Donc, si jamais vous avez de la difficulté avec les couleurs, vous pouvez regarder ça. Alors, on continue avec l'explication ici. Donc, ensuite, évidemment, le nom de c'est quoi. Ici, vous allez avoir l'icône de c'est quoi la carte. Donc, vous avez des cartes d'iconographie juste ici. Je vais vous les montrer. Donc, il y en a quand même beaucoup. Et on m'a dit qu'il en manque, mais en gros, je pense que c'est les points d'attribut que les gens parlent parce que, somme toute, pas mal est tout là. Bref, vous allez voir, c'est classé ici par section, si on peut dire. Donc, tout ce qui est en surligné un peu plus foncé, c'est les sous-catégories des cartes. Et ensuite de ça, le restant, c'est pas mal tous les types de cartes. En haut, ici, on a surtout des éléments qui vont se retrouver dans les effets de la carte. Donc, les effets, c'est dans la bulle blanche ici. Bref, vous pouvez vous référer à la carte d'iconographie pour voir tout ça. Et j'en profite, vu que je l'ai dans ma main, vous avez aussi un aide-mémoire, donc un résumé de ce que vous pouvez faire lorsque c'est votre tour. Donc, comment vous pouvez activer les cartes, qu'est-ce que vous pouvez faire à votre tour, assigner des compagnons, etc. Donc, toutes les informations sont là. Alors, on poursuit. Donc, à gauche ici, on a l'icône que je vous parlais, qui était en surligné un peu plus foncé, qui est la sous-catégorie d'icônes. Et ensuite, on a la bulle avec l'effet. Donc, l'icône de sous-catégorie va souvent dicter comment la carte, l'effet de la carte va être actif. Donc, si par exemple, on a une boule de feu, ça veut dire que quand on va payer le coût, ça va faire un effet qui va être à une prochaine attaque ou qui va faire un effet particulier sur un personnage ou un joueur. Donc, ce n'est pas des dégâts qui vont s'appliquer à un personnage.
ou à un ennemi ou quoi que ce soit. Si par exemple, on a une autre carte ici, ça c'est un objet, mais je vais y revenir un peu plus tard. Si vous avez un petit infini, donc ça veut dire qu'une fois que vous allez avoir payé le coût de la carte, l'effet va rester actif jusqu'à ce que vous défaussiez cette carte-là ou qu'elle soit retirée à cause d'un monstre ou peu importe. Ensuite, je vais y revenir dans 2 secondes. Je vais tenter de trouver quelque chose d'autre. Voilà. Donc, on a une épée et on a ici une épée double. Donc, les épées sont évidemment des attaques et l'épée simple veut dire que vous allez attaquer une cible en particulier avec celle-ci. L'épée double veut dire que vous allez attaquer tous les ennemis que vous avez en vue ou qui sont spécifiés sur la carte. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que vous ne pouvez pas combiner ces effets-là ensemble. Donc, si par exemple j'utilise une épée, je ne pourrais pas ensuite de ça faire une carte avec 2 épées pour augmenter les dégâts sur cette cible-là. À l'inverse, je ne pourrais pas faire la même chose, donc utiliser Nova, et après ça, ah non, il me restait un dégât à faire pour éliminer la cible. Je ne pourrais pas faire la carte qui est en dessous qui a un épée. Par contre, vous allez pouvoir, avec les 1 épée, faire davantage que juste attaquer une cible. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si j'ai 2 cartes qui me permettent de faire des attaques à une cible, je vais pouvoir les séparer. Donc, je pourrais faire, par exemple, la chair ardente sur Chien de l'Enfer, et ensuite de ça, utiliser mon bâton et utiliser son attaque qui est juste ici pour faire des dégâts et tuer l'homme-rat. Je pourrais aussi les combiner les deux ensemble en même temps pour attaquer Chien de l'Enfer. Et je pourrais aussi utiliser Chair Ardente sur Chien de l'Enfer. Et par exemple, ça ne l'aurait pas tué parce que les dégâts ne sont pas assez élevés. Ajouter les dégâts de bâton de sorcier. Si jamais, entre-temps, vous faites, par exemple, Chair Ardente, et ensuite de ça, vous faites Nova, qui est à 2 épées, et que vous refaites bâton de sorcier, tout ça s'annule. Donc, l'attaque que vous venez de faire reste actif avec les dégâts que vous avez fait dessus. Mais si vous faites autre chose, donc vous attaquez une autre cible, vous ne pouvez pas revenir sur cette cible-là pour ajouter les dégâts qui manquaient pour l'éliminer. Donc, vous attaquez une personne, vous additionnez les dégâts, ou dans le fond, elle survit, ou vous l'éliminez. Alors, la dernière chose que je peux dire, c'est que forcément, il y a un avantage d'y aller étape par étape. Par contre, lorsque les points de vie des monstres sont quand même très élevés, moi, je préfère comme tout combiner pour être sûr que je vais l'éliminer. Par contre, vous pouvez y aller par étapes si vous préférez quand même y aller par étapes. C'est plus long. C'est vraiment à votre guise à ce niveau-là. Alors, puisque on a justement une carte ici qui est un objet, donc vous voyez ici, c'est représenté par l'épée, la robe avec un bâton et un petit casque. Donc ça, c'est considéré comme un objet. Ça se lit toujours de façon très similaire, les cartes. Là, donc vous allez remarquer le coup ici, le nom, les effets qui sont ici. Vous voyez que dans ce cas-ci, il y a 2 effets. Donc on a un effet infini. Donc dès qu'on va équiper la carte, vous allez avoir un plus 2 de points de compétence et ça va être là jusqu'à temps que la carte soit retirée. Et vous avez une carte avec la petite épée qui va faire des dégâts. Donc on va lancer un certain nombre de dés en fonction de ce qui est indiqué là. Ce qui est important, c'est que quand vous allez utiliser la carte, donc vous allez l'équiper, vous allez pouvoir faire les dégâts qui sont indiqués ou l'attaque, peu importe ce qui est indiqué dessus, et le faire immédiatement. Par contre, après, si par exemple c'est une attaque, vous allez devoir la réactiver pour performer, dans le fond, une nouvelle attaque. Ça ne réactivera pas infini ou ce qui est indiqué dessus, sauf les épées ou les boules de feu, comme ça ici. OK? Alors, c'est comme ça que les objets fonctionnent. Vous allez remarquer à chaque extrémité, donc en fait à cette extrémité-là ici, dans ce cas-ci, il y a une rune verte. Vous allez voir ici sur un autre objet, donc même sous-catégorie, pas sous-catégorie, mais catégorie d'icône ici. Vous voyez ici, on a une carte qui est violet.
Ici, on a une armure qui est sur le bleu. Donc, ces cartes-là, on va venir les placer sur les mêmes runes qui sont à chaque extrémité de notre personnage. Donc, par exemple, je vais pouvoir... Alors, c'est comme ça qu'on va pouvoir équiper des objets. Vous allez remarquer qu'il va y avoir certaines cartes qui ont des genres de gems ici. Donc, vous voyez, sur le plateau, il y a aussi des gems. Donc, ce sont des endroits où est-ce que vous allez pouvoir mettre des enchantements. Si jamais vous connaissez Diablo ou un jeu similaire, vous pouvez, dans le fond, sertir des gems, dans le fond, sur ces objets-là pour pouvoir les améliorer. C'est le même cas ici. Par contre, ça s'appelle des enchantements. Alors, vous allez pouvoir, par exemple, prendre une carte ici qui a la petite gemme juste là. Et en regardant en bas, dans le fond, des objets, vous allez pouvoir voir la quantité d'enchantements que vous pouvez placer. Donc, dans ce cas-ci, les gants de l'orignal qui sont juste en haut peuvent être sertis par 2 enchantements. Donc, je pourrais placer, par exemple, ces 2 cartes-là ici, en dessous, comme ça ici. Donc, dorénavant, cet objet-là va avoir un bonus de plus 2 de dégâts verts, ainsi que plus 1 de perception. Et tout ça fait partie donc du même objet. Si jamais, par exemple, je plaçais mes enchantements sur un objet qui n'en avait qu'un seul, donc je pourrais, par exemple, le placer comme ça et décider de remplacer celui qui est déjà existant par celui-ci à la place. Donc, je défausserai celui qui est dessus pour le remplacer. Par contre, je le récupère jamais dans ma main. Et si jamais je perds l'objet, je perds l'enchantement aussi. Donc, c'est possible de les échanger ou de carrément retirer l'objet pour tout enlever. Par contre, c'est pas possible de juste retirer l'enchantement pour pouvoir le replacer où bon nous semble. Alors, c'est important de faire un bon choix lorsque vous allez enchanter ces objets-là. Ça se pourrait d'ailleurs, j'en profite pour être certain, ça se pourrait qu'il y ait des objets comme celui-ci qui n'a tout simplement pas de gem dessus. Donc, ça veut dire que vous pouvez placer aucun enchantement sur cet objet-là. Aussi simple que cela. Alors, ça fait le tour pour les objets. Quoique, il y a quelque chose qui me vient en tête et qui est les objets à 2 mains. Donc, je vais tenter d'en trouver un. Je ne sais pas si je vais être capable. À date, je n'en vois pas. Bref, ah oui, j'en ai un ici, que je me rappelle. Donc, la hache ici du guerrier, par exemple. Donc, la hache du guerrier. Vous allez voir ici, donc il peut avoir des objets à 2 mains. Donc, avec la rune en bas ici, à gauche et à droite, la rouge et la verte. Donc, si vous regardez bien, vous allez voir que, ah ben là, je peux pas les superposer correctement. Quand je veux le placer ici, c'est le rouge et le vert. Et quand c'est ici, c'est le vert et le rouge. Tandis que si vous les placez dans le milieu, ça prend les deux. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que vous pouvez placer qu'un seul objet par rune. Donc, dans ce cas-ci, ben, il peut y en avoir qu'un seul puisqu'il est à 2 mains. Et sinon, ben, vous pourriez avoir celle de gauche et celle de droite. Donc, ce qui est important, c'est un seul objet par rune. Et vous pouvez les enchanter avec les gems. Et ça fait le tour des objets. Ensuite, on poursuit avec un autre élément sur le plateau de joueurs qui est, et je vais juste replacer ça ici, qui est les compagnons. Donc, les compagnons sont représentés par ça ici. Donc, la petite patte, vous allez revoir ici le même icône sur le board. Et donc, vous allez pouvoir vous équiper de compagnons qui vont venir vous aider pendant votre quête. Donc, qu'est-ce que ça fait un compagnon? Comment ça fonctionne? Alors, c'est très très simple. Premièrement, vous pouvez n'avoir qu'un seul compagnon à la fois. Si jamais vous désirez l'échanger parce que vous en avez trouvé un plus fort, c'est possible de le faire. Donc, un va à la défausse et l'autre va être
placer dessus pour le remplacer. Par contre, il y a une petite exception. Donc, le druide peut en avoir plusieurs. C'est aussi possible d'augmenter sa limite de compagnons en jeu grâce à certaines cartes. Mais le druide a vraiment comme cette particularité-là d'en avoir plusieurs. Donc, vous voyez en bas complètement ici sur la carte des tréants, c'est écrit cette créature ignore votre limite de compagnons en jeu. Donc, si vous placez par exemple le tréant ou avant tout panthère, et que ensuite de ça, vous désirez en avoir un autre, vous allez pouvoir placer, dans le fond, le compagnon en jeu. Donc, ce qui est très intéressant pour un compagnon, bien, premièrement, tous les bonus qui sont indiqués sur la carte, si jamais il y en a, vous sont octroyés tant qu'il est en jeu, évidemment. Le compagnon, une fois que vous allez avoir payé le coût sur la carte, donc par exemple, Tréant qui coûtait 3, il va attaquer à chaque tour. Donc, et ça, c'est gratuit. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que vous payez, il est en jeu, lui va s'activer automatiquement une fois par tour et vous allez pouvoir utiliser son attaque comme la vôtre. Donc, c'est considéré vraiment comme une de vos attaques. Donc, vous allez pouvoir faire d'autres combos pour pouvoir l'améliorer si jamais vous désirez et faire plus de dégâts au total. C'est considéré comme des attaques à une cible et vous allez remarquer juste ici qu'il y a la petite éclair bleu. La raison est très simple, c'est tout simplement pour dire qu'il utilise ses propres points d'action pour s'activer. Et là, vous allez vous dire peut-être, OK, mais il y a 3, donc il va pouvoir faire 3 attaques. C'est pas comme ça que ça marche. En gros, toutes les cartes ne peuvent être activées qu'une seule fois pendant la partie. Donc, la panthère va s'activer avec ses propres points d'action, donc d'où l'attaque unique qu'elle va faire. Et une fois que ça va être fait, eh bien, ça va comme locker la carte, si on peut dire, dans le sens qu'il ne pourra plus réattaquer par la suite. Alors, c'est comme ça que fonctionne un compagnon. Pour ce qui est des points de vie et de l'armure, c'est le même fonctionnement que les joueurs et les ennemis. Alors, voilà pour les compagnons. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de dire ça. Alors, on a ici le petit dé orange des ennemis. Donc, j'en profite en même temps pour expliquer un peu c'est quoi. Donc, dans le fond, lorsque ça va être le tour des ennemis, et ça, je vais y revenir là, quand on va être rendu là, on va lancer le dé ici. Et sur 2 des faces, vous allez avoir, dans le fond, cette image-là. Donc, ça veut dire que le compagnon va subir les dégâts et non vous. Mais si vous n'en avez pas, ça va être redirigé vers vous. Donc, avoir un compagnon vous permet de réduire les dégâts et les effets que vous allez recevoir, puisque ça va être eux qui vont être ciblés et non vous. Donc, c'est un peu comme de la chair à canon, mais c'est vraiment très utile justement pour essayer de réduire vos chances d'être touchés et de perdre possiblement des sorts, des objets et même des compagnons. Alors, je vais y revenir un peu plus tard quand on va faire un tour test tout simplement pour vous montrer tout ça. Alors, grosso modo, ça ressemble pas mal à ça pour les compagnons. Cette fois-ci, j'ai vraiment terminé. Alors, ce qu'il me reste à voir, il reste 2 choses à voir sur le board. Et ensuite de ça, on va pouvoir commencer à choisir notre classe. Donc ici, vous avez, je vais tenter de zoomer un peu. Donc, juste un peu plus bas ici, vous avez un genre de petit sablier. Donc le sablier représente tout simplement des cartes que vous allez jouer et qui vont prendre effet un peu plus tard. Il n'y en a pas beaucoup dans le jeu, mais si jamais c'est le cas, vous pouvez la placer sur cette section-là. Ici, moi j'aime ça placer le 2e compagnon en général, si jamais j'en ai un. Mais c'est possible de placer justement les cartes qui ont un effet au fur et à mesure que vous jouez et que c'est temporaire. Finalement, il reste le côté tout gauche et ça, je vais l'expliquer une fois qu'on va avoir passé à travers des ennemis. Donc, maintenant qu'on sait comment notre plateau fonctionne ici, comment que les cartes, on peut les lire et tout, donc là, je vais officiellement me donner 3 cartes. Donc, 4 cartes, pardon. Alors ça, et je vais replacer ça ici. Alors, maintenant que j'ai mes cartes, je vais pouvoir vérifier qu'est-ce que ces cartes-là, dans le fond, vont suggérer
vont peut-être me suggérer une classe en particulier. Parce que là, présentement, j'ai 4 cartes qui peuvent avoir un intérêt, une spécialité avec une affinité, c'est ça que je cherchais comme mot, une affinité avec l'une de ces 6 classes-là. Alors, si je regarde vite, j'ai ici un élixir de vie mineure qui peut servir pour toutes les classes. Par contre, il y a une des classes qui va être en particulier prioritaire à ce niveau-là, qui est le guerrier. Je vais expliquer pourquoi. Ici, on a une carte du guerrier, une carte de défense qui peut aider toutes les cartes, et finalement, Venin Dragon, qui est un enchantement qui peut aller sur un objet. Donc, clairement, présentement, notre main nous tend à nous diriger en fait vers le guerrier. Donc, c'est ce que je vais prendre. Mais juste avant, je vais vous expliquer quelles sont les spécificités de chacune des classes. Donc, on va prendre le guerrier, mais après ça, je vous explique. Juste avant ça, je vous explique c'est quoi tout ça. Alors, premièrement, on a le guerrier ici. Alors, le guerrier, sa couleur ici, c'est le brun. Et on a juste ici 50 de points de vie, 0 d'armure, 2 de perception, 1 de points d'action, une compétence et 5 cartes en main. Le guerrier, sa spécialité, c'est les armes. Donc, dès que vous allez trouver des armes dans la pioche commune, généralement, le guerrier va avoir une affinité et ça risque de l'aider à faire énormément de dégâts puisque généralement, ils sont basés sur ses points de vie. Donc, plus que le guerrier va avoir de points de vie, plus que ses dégâts vont être décuplés. Par contre, vous voyez qu'il n'a vraiment pas beaucoup de points de compétences, donc c'est son défaut. Vous allez pouvoir contrer ça en buildant votre personnage, je vais y revenir encore une fois tantôt, mais vous allez pouvoir justement faire jouer ces statistiques-là un peu, mais le guerrier est vraiment spécialisé dans les points de vie. On a le chasseur, sa spécialité c'est la perception, donc elle démarre avec 4 points de perception. Et vous voyez, 25 de vie, 10 d'armure, donc quand même très facile à être éliminé. 1 point d'action, 2 points de compétence et 6 cartes en main. C'est la seule classe qui a au total 6 cartes en main au lieu de 5. Quand vous allez débuter, j'en profite, quand vous allez débuter la partie, ça se peut que vous démarriez avec seulement 5 cartes en main. C'est normal, tout le monde démarre de la même façon. C'est juste à la fin de son tour, on va devoir récupérer le maximum de cartes. On a ensuite le magicien. Donc 30 de vie, 5 d'armure. Donc encore une fois, très très facile à être éliminé. 3 de perception, 2 de points d'action. C'est un des seuls avec le druide qui démarre à 2. 4 points de connaissance et finalement 5 cartes en main. Donc le magicien, c'est les deux ici, donc les points de puissance ainsi que les points de compétence qui sont vraiment importantes. Plus qu'il va en avoir, plus qu'il va pouvoir faire des sorts puissants et plus que ces sorts vont être de plus en plus puissants avec les points de connaissance qu'il va avoir. On a ici le paladin. Donc, le paladin, c'est l'armure et les effets. Donc, dans le fond, c'est un peu un genre de support dans le jeu. Donc, si jamais vous jouez en coop, il est très, très intéressant puisqu'il peut ressusciter les joueurs, il peut les défendre. Si jamais, évidemment, vous trouvez ses compétences. Et c'est ça. Donc, vous allez vraiment... avoir énormément d'armure, donc 30 de points de vie, 25 points d'armure, 2 de perception, 1 point d'action, 2 points de compétence et 5 cartes en main. Donc un petit peu plus versatile que le guerrier, surtout en début de partie. Mais par après, ses sorts sont beaucoup moins axés sur l'attaque. Donc c'est plus difficile pour lui de faire des dégâts. Ensuite, on a le moine qui est un excellent généraliste. Donc, il a 40 points de vie, 10 d'armure, 3 de perception, 1 point d'action, 2 points de connaissance et 5 cartes en main. Sa particularité est de ne pas équiper d'objets sur le rouge ici. Si vous n'en avez pas, tous ces sorts vont faire beaucoup plus de dégâts. Alors, c'est quelque chose qui est difficile à maîtriser au début. Par contre, une fois que vous avez
vous savez comment, dans le fond, bien le jouer. C'est une excellente classe. Et finalement, on a, je crois, la classe la plus difficile à jouer, qui est le druide. Donc, on a 25 de vie, 15 d'armure, 3 de perception, 2 points d'action, 3 points de compétence et 5 cartes en main. Donc, tout comme le magicien, comme j'ai dit il y a quelques instants, il démarre avec 2 points d'action, donc c'est très très bon. Il est beaucoup plus résistant que le magicien et généralement, avec les bonus des compagnons que vous allez avoir, parce qu'il peut en avoir plusieurs en même temps, ses dégâts peuvent être vraiment décuplés. Par contre, ce qui est très difficile à gérer avec lui, c'est que lorsque les compagnons sont attaqués, c'est tous les compagnons en même temps et non juste un seul en particulier. Donc, ça fait que vous pouvez perdre votre armée en un coup. Donc, c'est très, très, très difficile à le jouer. Mais voilà, il est très plaisant et c'est un genre de semi-magicien. Généralement, ce qui est intéressant, c'est justement de builder un peu en tant que magicien, puisque vous allez avoir vraiment beaucoup de chance là, avec ces statistiques qui sont quand même assez élevées à ce niveau-là. Bref, ça fait le tour. Donc maintenant que vous savez lequel est bon dans quoi, maintenant, en fonction de mes cartes, je vais prendre le guerrier. Je vais retirer les autres classes. Par contre, je vais vous montrer les cartes qui viennent avec une seule et après ça, ben, vous verrez vous-même, dans le fond, ce que vous voulez choisir. Donc, premièrement, chaque classe va venir avec ici 2 cartes de départ. Dans ce cas-ci, pour le guerrier, c'est 2 cartes objets. Par contre, il y en a que ça peut être 2 sorts, il y en a que ça peut être une compétence et ensuite de ça un sort. Ça dépend vraiment de c'est quoi la classe. Dans ce cas-ci, j'ai 2 choix. Donc ici, on a la hache du guerrier. Vous voyez que, comme j'ai montré tantôt, c'est à 2 mains. Et vous voyez, juste en bas, vous avez un +1 pour si vous avez au moins 60 points de vie. Donc, il y a certaines armes comme ça, comme je l'expliquais, qui vont augmenter les dégâts en fonction de c'est quoi la spécialité, dans le fond, de la classe que vous avez sélectionnée. Alors, dans ce cas-ci, la hache est très bonne. Par contre, dernier petit point, elle ne peut pas être enchantée. Si on regarde l'épée du guerrier, donc les dégâts sont très similaires. Par contre, c'est à une seule main, donc elle ne fera pas de dégâts supplémentaires si on obtient plus de points de vie. Elle peut être enchantée ici. Donc, si jamais vous avez, par exemple, je ne sais pas, dans votre main, déjà un bouclier ou quelque chose pour votre seconde main, eh bien, ça peut être utile de tout simplement aller vers l'épée du guerrier. Alors, je vais y revenir dans 2 secondes sur ces 2 cartes-là, puisque je vais passer sur les capacités et je vais vous présenter, dans le fond, un truc intéressant qui peut être fait. Alors ici, on a la première capacité du guerrier. Donc il y en a au total 3 pour chacune des classes et il y a 2 cartes ici comme ça là, pour chacune des classes. C'est toujours la même chose. Donc on a la capacité 1 du guerrier qui s'appelle surutilisation. Et ce qui va se passer lorsqu'on va l'activer, c'est que ça va activer dans le fond cet effet-là. C'est utilisable n'importe quand. Quand il y a une petite étoile comme ça, on l'active quand on veut. Alors, utilisez à nouveau un objet sur le point de connexion rouge sans payer le coût pendant le même tour. Retirez la carte objet une fois défaussée. Alors, ce que ça veut dire, c'est que par exemple, si j'avais mon guerrier ici et l'objet d'équiper dessus et que j'utilise cet objet-là et que j'active sur utilisation, donc je pourrais faire un coup d'épée, lancer les dés et après ça, réactiver à nouveau un autre coup d'épée. Par contre, je vais la briser dans le fond en la surutilisant. Donc, je vais défausser cet objet-là. Donc, ça peut être vraiment intéressant à utiliser avec un objet très très fort, surtout en fin de partie pour faire un finishing blow. Ça peut être aussi très intéressant d'utiliser lorsque vous avez, par exemple, je sais pas, vous trouvez une autre épée et vous voulez la remplacer. Vous pouvez faire ça justement pour la briser et ainsi faire plus de dégâts. Ou tuer 2 monstres aussi, c'est quelque chose de possible. Donc, ça c'est la première capacité. On a ici la deuxième qui est la peau d'acier, donc le niveau 2. Donc, obtenez
vos points d'armure en bonus de points de vie jusqu'au début de votre prochain tour. Donc, dans ce cas-ci, là, c'est clairement pas les bonnes statistiques, mais dans ce cas-ci, si par exemple j'utilisais ça, donc j'aurais au total 50 points de vie et non juste 25, puisque je transfère tous mes points d'armure en points de vie. Et en plus, j'ai mes points d'armure, donc ça ferait un total de 75. Donc ça, c'est très intéressant si jamais vous voulez survivre à une attaque ou si vous voulez, par exemple, obtenir les bonus de points de vie supplémentaires lorsque vous attaquez avec des armes du guerrier ou des compétences du guerrier. Finalement, on a la capacité ici, le niveau 3. Donc, les capacités de niveau 3 sont uniquement disponibles pendant la campagne. La raison est très simple, c'est qu'il y a un petit effet permanent supplémentaire. Donc, vous avez 5 de vie supplémentaires dès le départ de votre partie. Donc, c'est super bon et c'est pour la raison de pourquoi vous ne pouvez pas la sélectionner puisque tout le monde sélectionnerait toujours la niveau 3. Alors, l'effet ici, c'est utiliser sans frais une arme d'un objet, ou une attaque en fait d'un objet avec point de connexion rouge sans l'équiper. Donc, ça voudrait dire que, par exemple, j'aurais la hache du guerrier dans mes mains, je pourrais activer ça et tout simplement utiliser le truc qui est indiqué dessus et la défausser. Donc, c'est très très bon pour faire des dégâts supplémentaires et la carte ensuite est défaussée. Alors, je tiens juste à dire, toutes les trois là, que je viens de vous montrer, c'est la même chose en fait pour toutes les compétences, peu importe les capacités, pardon, peu importe la classe que vous avez. Cet effet-là n'est utilisable qu'une seule fois pendant la partie. Alors, c'est important de l'utiliser au bon moment et à ce moment-là, vous allez pouvoir faire énormément de dégâts. Il n'y a pas de mauvais temps pour l'utiliser. Ça dépend vraiment de c'est quand que vous préférez l'utiliser. Donc, si par exemple vous voulez briser votre arme pour faire le plus de dégâts possible à votre démon, c'est possible. Si vous préférez à la place l'utiliser au départ pour élaguer tous les monstres qui sont présents devant vous et tenter d'en éliminer le plus possible pour que ça soit plus tranquille, c'est quelque chose de possible aussi. Donc, c'est vraiment la façon que vous allez jouer et les utiliser qui vont faire changer le cours du jeu. Alors, donc, on revient là-dessus. Donc, on a le choix entre deux de ces... un des deux et une des deux capacités disponibles, donc la 1 ou la 2. Alors, dans ce cas-ci, je ne vais pas me casser la tête. On va tout prendre le niveau 1, le plus simple. Ces cartes-là vont être, premièrement, placées dans ma main, sauf la capacité qui va être placée en bas ici, à droite. Les autres cartes, on peut les prendre et les retirer du jeu. Ici, on a l'âne et l'élixir de départ. Donc, l'élixir de départ, si vous faites une partie rapide, vous pouvez la prendre dans votre main et l'ajouter tout simplement. Si jamais vous êtes plusieurs à jouer, un des joueurs, peu importe qui, peut prendre la carte. Je suggère toujours de laisser le joueur qui est le plus faible niveau point de vie et armure de prendre la carte. Et maintenant, on va afficher quelles étaient les cartes de l'âne. Donc, comme je l'ai dit au début de la vidéo, vous pouvez les dévoiler d'avance pour justement faire encore un meilleur choix. Par contre, dans mon cas, je voulais juste simplifier la phase. Pardon, je voulais juste simplifier la phase d'explication pour empêcher, dans le fond, de vous présenter des cartes et que vous ne sachiez pas comment les lire. Donc, on a quand même des bons éléments. Je vais vous montrer c'est quoi, juste pour le plaisir. Donc, on a un loup qui est un compagnon. On a une carte pour le guerrier. Donc, vraiment un bon choix à date qu'on a fait. On aurait pu aller magicien, puisqu'on a la baguette d'éclair de feu qui est l'un des meilleurs objets pour le sorcier. Et finalement, on a une targe. Donc, vous voyez, tantôt, je disais qu'aller, par exemple, l'épée pouvait être bonne si jamais on avait quelque chose de défense. Donc, c'est le cas à cet endroit-là. Donc, ça, ce sont les 4 cartes pour l'âne. Donc, on peut les placer proches comme ça ici. Et la manière que ça fonctionne, donc, dites-vous que lorsque vous jouez en coop, vous pouvez changer une carte lors de votre tour avec n'importe quel joueur autour de la table.
Si jamais vous avez l'âne qui est actif, il agit comme si c'était une main de joueur. Par contre, elle n'est jamais rafraîchie. Il y a comme pas de nouvelles cartes qui sont piochées pour faire une genre de rotation. Donc, il va tout le temps garder ces 4 cartes-là ici, sauf si on va aller échanger avec lui pour lui donner d'autres cartes. Alors, vous, comme en activant l'âne, vous activez la possibilité d'échanger des cartes avec celui-ci pour obtenir justement des trucs. Donc, si par exemple, j'avais le goût, je sais pas, d'échanger la carte élixir de vie mineure, puisque j'ai déjà l'élixir de départ dans mes mains, je pourrais décider, bon, ben, gars, je donne une carte en échange et je prends la tâche qui m'intéressait. Et c'est terminé dans le fond pour l'échange du joueur à ce moment-là. Donc, c'est des choses qui sont possibles de faire. Alors, maintenant que ça c'est fait, on va replacer les monstres juste ici, puisqu'il nous reste un dernier setup à faire. Donc, premièrement, je vous suggère fortement de brasser toutes les piles qui sont là. Je vais expliquer une dernière pile qui traîne ici et la pile des monstres de départ. Alors, premièrement, puisqu'on fait une partie rapide, on ne va pas toucher au portail secret ainsi que les 4 orignaux qui sont situés en dessous. Si jamais vous voulez absolument l'utiliser, c'est possible pour faire une partie rapide. À la fin de votre partie, vous pouvez tout simplement, on prend le portail secret, on va essayer d'éliminer les 4 monstres à la toute fin, juste pour voir si on est capable de le faire. C'est quelque chose qui est possible de faire si ça vous tente. Mais moi, je vais le placer de côté. Ensuite, on a les cartes de départ. Donc, les cartes monstres de départ sont tout le temps placées à part de la pioche des monstres, mais on va toujours les placer par-dessus pour créer la pioche des monstres. Je vous explique pourquoi. Donc, la carte ici, cimetière, est le déclencheur et la façon, dans le fond, on va préparer le jeu. Donc, à chaque fois qu'on va placer la carte cimetière ici, on va appliquer son effet. Donc, on va mélanger et placer 2 monstres de départ plus 2 par joueur sur la pioche monstre. Donc, si jamais on joue à 4, c'est un total de 2, 3, 4, 6, 7, 8. C'est 10, donc c'est toutes les cartes. Et ensuite de ça, on va en piocher 3. On va placer la carte à cet endroit-là et finalement, on va ranger les monstres de départ qui ne sont pas utilisés. Il y a une petite note en bas que vous pourriez peut-être omettre de faire, donc je vais vous aider à ce niveau-là. C'est si jamais vous jouez en coop. Donc, dans ce cas-ci, j'ai mes 4 cartes. On va en prendre les 3 premières, on va les dévoiler. Ça ici. La dernière va aller sur le dessus. Et les autres cartes vont être placées de côté. Donc, ce qui est important, c'est que si jamais vous jouez en coop, à la toute fin du premier tour des monstres, vous allez devoir piocher 2 nouveaux monstres qui vont apparaître. Donc, ça c'est important de le faire puisque les prochains joueurs qui vont jouer vont avoir soit une tâche très difficile d'éliminer le plus de monstres possible parce que les 2 premiers n'ont pas réussi, ou ça va être très facile, puis il va juste en avoir 2 de plus. C'est comme ça que ça fonctionne pour le mode coop. Si jamais vous jouez en mode solo, vous pouvez tout simplement ignorer cette phase-là, ce n'est pas appliqué. Alors, maintenant qu'on a appliqué le cimetière, ce qu'on va faire, c'est toujours gérer en continu la perception des monstres. Donc, si jamais la perception des monstres change à cause de soit ça, soit un monstre, soit nous, qui fait que ça l'augmente, on va faire bouger les cartes pour savoir si on peut l'attaquer ou non. Dans ce cas-ci, la goule qui est ici, la goule a 0, le squelette a 1 et le serpent géant a 2. Donc, ils sont tous en vue présentement et je peux tous les attaquer si je veux. Alors, maintenant, de la manière que ça va fonctionner. Donc, là, officiellement, tout est prêt. Alors, là, c'est effectivement très long vous expliquer tous les détails, mais une fois que le jeu est compris, vous allez voir le roulement de la partie se fait vraiment, vraiment rapidement. Et je vais même vous donner d'autres petits trucs
lorsque vous êtes en train de jouer. Ça va vraiment vous aider pour améliorer encore plus la vitesse et la rapidité du jeu. Alors, la première chose que vous devez savoir quand on joue, c'est toujours le monstre à la droite du plateau qui débute la partie. Donc, ça va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et à chaque deux joueurs, si vous jouez en coop, ça va être, dans le fond, joueur 1, joueur 2. Et ensuite de ça, les monstres attaquent ces deux joueurs-là. Et ensuite de ça, ça va être joueur 3 et joueur 4. Et après ça, les monstres vont attaquer ceux-là. Ça, c'est si on joue à 4. Si on joue à 3, il va y avoir toujours joueur 1, joueur 2 qui se font attaquer. Après ça, ça va être 3 et 1. Et là, il va y avoir une rotation parce qu'on est un chiffre impair. Donc, ça va être 3-1 qui vont se faire attaquer. Après ça, ça va être 2-3 qui va se faire attaquer. Après ça, ça va être 1-2. Et là, ça va recommencer, et ainsi de suite. Alors, ça, c'est pour à 3. À 2, c'est très, très simple. Et à 1 aussi. Donc, le joueur 1 et 2 vont jouer. Ça va être autour des monstres. Ils les attaquent et ça va se terminer là. Même chose lorsqu'on joue en solo, ce qui est mon cas. Je vais jouer, les monstres vont attaquer. Je vais jouer, les monstres vont attaquer. Et ainsi de suite. Le but, comme je vous ai dit tantôt, c'est d'essayer de se rendre jusqu'à la toute fin pour éliminer le démon. Si entre-temps je me fais éliminer, c'est la fin de la partie, il ne se passe plus rien, on a perdu. Si jamais vous êtes en coop, vous allez pouvoir vous faire ressusciter ou faire un respawn. Donc là, il y a deux différences majeures. En fait, il y a une grosse différence majeure. Donc, premièrement, si on fait une résurrection, ça n'a aucun effet négatif pour l'ensemble des joueurs. Donc, si jamais j'utilise par exemple l'élixir de vie mineur qui est dans mon âne, qui est juste ici caché derrière moi. Donc, si jamais j'utilise l'élixir ici sur un des joueurs pour le ressusciter, bien, il va revenir en jeu à la fin du tour des ennemis et le tour, dans le fond, va continuer, ainsi de suite. Par contre, si je fais un respawn, donc c'est-à-dire que je joue, je me fais éliminer, c'est au tour du joueur numéro 2, il joue son tour, les monstres attaquent, il ne l'élimine pas, ça revient à moi. Donc, là, je suis mort. Qu'est-ce qui se passe? J'ai deux choix. Je dis, je passe mon tour, et là, ça va être déjà à mon collègue qui va jouer, ou je décide de revenir en jeu. Si jamais je fais ça, tous les joueurs qui jouent présentement au jeu vont perdre une carte point d'expérience à leur gauche, ou jusqu'à leur maximum de cartes. Donc, si jamais il n'y en avait pas, ben, il revient en jeu, puis ça vient de ans. Donc, si tous les joueurs payent le frais pour revenir en jeu, je reviens en jeu avec toutes mes cartes et je continue de jouer. Si jamais je décide de rester mort, eh bien, il ne se passe rien, tout simplement. Et ça va être à l'autre joueur. Alors, lorsqu'on est mort, les cartes que vous avez dans votre main, vous pouvez les étaler. Vous pouvez les étaler et les joueurs vont pouvoir continuer d'échanger des cartes un contre un, comme d'habitude, avec votre corps mort. Alors, ils vont pouvoir aller chercher des éléments pour pouvoir, par exemple, je sais pas, vous êtes mort, j'avais l'élixir ici, je suis mort, même en l'utilisant, ça m'aurait pas sauvé les fesses. Donc, malheureusement, je quitte ce monde. Par contre, un autre joueur va venir chercher l'élixir de vie et l'utiliser sur le champ pour pouvoir me ressusciter. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible de faire. Alors, tant qu'à être dans les règlements de coop, je vous explique dans le fond les deux derniers règlements de coop possibles. Donc, quand vous allez jouer en coop, c'est possible d'échanger des points d'attribut que quand vous allez éliminer les monstres. Donc, je vais y revenir dans pas très longtemps quand je vais éliminer un monstre, juste pour vous faire un exemple. Et c'est aussi possible, mon Dieu, de placer des compagnons. Donc, lorsque vous allez activer un compagnon, vous pouvez décider, là, c'est pas un compagnon, là, clairement, là, c'est une carte potion, mais vous allez pouvoir le placer ici, mais vous pourriez aussi le placer sur un autre joueur. Si jamais vous faites ça, le compagnon n'attaquera pas, sauf quand ça va être le tour, dans le fond, de son propriétaire. Par contre, c'est ça, c'est possible de les placer à d'autres personnages, à d'autres classes. Alors, ça, c'est très intéressant si jamais vous voulez sauver, dans le fond, votre allié, parce que justement, il n'y avait pas de carte de défense ou quoi que ce soit, donc ça peut aider lorsqu'on va lancer le dé orange.
Encore une fois, je sais que c'est un peu d'avance, mais je vais tout vous expliquer ça dans quelques instants. Alors, bref, donc, à mon tour, puisque c'est moi qui débute, donc la première étape à faire quand on débute un tour avec toutes les extensions, c'est de piocher une carte événement. Donc, la carte événement va être appliquée sur le champ et on va appliquer les effets. Ça peut être positif, ça peut être négatif, ça peut être neutre. On applique tous les effets et ensuite de ça, on place la carte ici. Si jamais c'est une quête secondaire, je vais tenter d'en trouver une très rapidement juste pour vous montrer qu'est-ce qui se passe. Voilà, j'en ai une ici. Donc, si jamais c'est une quête secondaire, ça va être écrit dessus. Il va y avoir un petit calice juste ici à droite. Et c'est écrit quête secondaire en dessous. Donc, on a quelque chose à accomplir. Et si jamais on le fait, on va obtenir le bonus qui est indiqué dessus. La carte, si jamais c'est une quête secondaire, vous pouvez la placer ici à votre droite et la mettre de côté. Quand vous allez vouloir l'activer, ça va être possible. Une quête secondaire peut être activée uniquement lorsque c'est votre tour. Si jamais ce n'est pas votre tour, vous ne pouvez pas l'activer. Ensuite, vous allez pouvoir débuter votre tour. Donc, on regarde toujours le nombre de points d'action. Donc, dans ce cas-ci, c'est juste 1. Et on va pouvoir activer toutes les cartes qui coûtent 0 ou 1. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais justement équiper mon épée du guerrier et décider d'attaquer, puisque une fois qu'elle est activée, je peux faire une première attaque gratuite. Après, je vais devoir repayer le même coût pour la réactiver. Donc, je pourrais décider d'attaquer le plus faible, qui est théoriquement le squelette ici, avec un total de 10. Je lance les dés, et le résultat est de 25. Donc, j'avais besoin de 10 pour l'éliminer. La cible est éliminée. Qu'est-ce qui se passe avec la carte? On la prend. Et la carte va être virée à l'envers et placée sur une des sections ici de notre personnage. Donc, je vais juste retasser notre merveilleuse âne un peu plus loin. Alors, la carte, on peut décider de la placer en haut pour 5 points de vie supplémentaires, plus 10 points d'armure ici si on la place là, plus 1 de perception, 1 de point d'action et finalement 1 point de compétence si je la place en bas. Donc, vraiment, c'est vous qui allez décider quoi améliorer et faire ce que vous désirez. Petit conseil comme ça, si vous voulez vous aider à faire le plus d'actions possible au début, il est très recommandé de monter les points d'action en premier. Par contre, vous faites vraiment ce que vous voulez. Si par exemple vous jugez que c'est les points de perception que vous avez besoin ou la vie carrément parce que vous voulez aller débloquer le bonus de la hache que je parlais tantôt, c'est possible de le faire. C'est vous qui décidez vraiment comment vous allez construire votre personnage. Donc, dans ce cas-ci, moi, je vais le placer dans les points d'action pour vous montrer, dans le fond, qu'est-ce qui est possible de faire. Donc, j'augmente officiellement à 2 points d'action et je l'obtiens sur le champ. Donc, ce n'est pas à la fin du tour ou par après, lorsque je vais rejouer, que je vais l'avoir. Non, je l'obtiens sur le champ et c'est la même chose pour tous les points. Donc, immédiatement, j'obtiens le bonus. Et là, ce que ça me permet de faire, c'est qu'il me reste encore un point d'action pour faire quelque chose. Donc là, je pourrais, par exemple, équiper un autre objet. Et voilà. Donc, par exemple, là c'est pas vraiment un bon exemple parce que cri de guerre ne fera rien, mais je pourrais, par exemple, déposer cri de guerre et activer son effet ici. Par contre, cri de guerre, ça va être à la prochaine attaque, donc ça ne servirait absolument à rien. Mais je vais faire un petit combo juste pour vous montrer. Après ça, ça va être très problématique pour moi. Alors, je vais comme resetter le jeu, mais c'est juste pour vous montrer qu'est-ce qui est possible de faire. Donc là, il me resterait un point d'action. J'activerai cri de guerre qui me permet d'ajouter 2 dés rouges à ma prochaine attaque avec un objet sur rouge. Et je vais utiliser surutilisation, que je peux utiliser qu'une seule fois pendant la partie. Donc je vais le tourner parce que je l'ai utilisé. Et je vais, dans le fond, défausser mon épée du guerrier. Et vous voyez, en haut, juste ici, j'ai souvent aussi des questions de ça. Pourquoi c'est écrit retirer cette carte lorsque défaussée? C'est tout simplement parce qu'elle ne va pas dans la défausse régulière du jeu, elle va ici. Donc, ça, c'est des cartes vraiment retirées du jeu. L'utilité de ça, c'est tout simplement à la fin de votre partie,
toutes les cartes, vous les avez comme déjà pré-triées, donc c'est beaucoup plus facile de ramasser le jeu. Bref, donc tout ça, ce sont les dés. Et là, je pourrais attaquer par exemple la goule. Et là, j'obtiens un total de 30. Donc la goule qui avait un total de 20 est éliminée. Je pourrais refaire encore le même concept, donc remettre un autre point d'action, refaire une autre action qui coûte 1 ou 0, et continuer ainsi de suite. Par contre, là, vous voyez que je ne peux plus attaquer parce que j'ai défaussé mon épée. Alors, voilà. Mais ça vous donne quand même une bonne idée de qu'est-ce qui est possible de faire et comment que les combos peuvent s'enchaîner. Alors, je vais juste reprendre ça ici. Puis, on va laisser ça comme ça, juste pour l'exemple du jeu. Alors, voilà. Alors, maintenant, j'ai éliminé, par exemple, et je vais juste en remettre un. Et on va remettre ça correctement, là. Donc, voilà. Donc, j'ai éliminé mon monstre de tantôt, qui était le squelette, qui était le premier monstre que j'ai éliminé. Je vais piocher une carte de loot. Donc, ça, c'est l'extension butin marchand. Donc, je viens de trouver 10 pièces d'or. Lorsque je trouve des pièces d'or ou des trucs comme ça, je peux le placer en bas ici, à ma droite encore une fois. Ces cartes-là vont être utilisées, comme j'ai expliqué au tout début de la vidéo, avec les portails du marchand. Quand on va arriver là-bas, on va pouvoir les utiliser. Si jamais vous piochez, et là j'en ai une directement, poup. Si jamais vous piochez ce genre de carte-là ici, des ossements, vous allez être très triste. Mais plus tard, vous allez être très content. Alors, donc, un ossement, ce que ça fait, c'est que vous allez devoir défausser immédiatement à la pige un objet de votre main. Pas un objet, une carte de votre main. Donc, dans ce cas-ci, je défausserai par exemple ma targe et je placerai ossement ici, dans mes cartes. Alors, ce que ça fait, ossement, c'est que lorsqu'on va arriver au portail du marchand, je vais pouvoir placer la carte dans la défausse ici et obtenir une carte gratuitement du marchand ici. Et là, vous voyez, j'aurais accumulé, dans le fond, la hache du guerrier, la hache de guerre, pardon. Donc, c'est une hache, en fait, qui est super bonne pour le guerrier. Vous voyez en bas ici, il y a un petit effet pour le brun, donc c'est le guerrier. Donc, j'obtiendrai plus 1 de puissance, de point d'action et plus 1 de perception. Et les dégâts sont basés sur la vie. Donc, plus que je vais en avoir, plus que je vais faire des dégâts et plus que ça va taper fort. Donc, c'est comme ça que fonctionnent les cartes ici. Alors, disons que je vais reprendre mes cartes ici. Et ça ici. Alors, disons que j'ai terminé mon tour, je n'ai plus de points d'action, j'ai échangé ma carte. J'ai plus rien que je peux faire. Donc là, je vais pouvoir mettre fin à mon tour. Alors, comme je l'ai expliqué un peu tantôt, vous allez pouvoir décider de défausser des cartes si ça vous chante. Donc, si par exemple la targe ici ne vous intéressait pas, vous pourriez la défausser. Moi, dans mon cas, je vais tout simplement placer le plus de cartes que je peux. Comme ça ici. On fait un enchantement, tout est gratuit, mon Dieu, ça va bien. Alors, il me reste que 2 cartes et je vais devoir en piocher un total de 3 pour me remettre à mon total qui est 5. Je pioche toutes mes cartes, j'active les cartes qui doivent être activées sur le champ, donc combat. Combat fait ajouter un monstre en jeu, on défausse la carte et on en prend une en dessous. Et là, ça va faire un bel exemple. Donc là, j'irai par exemple au portail du marchand ici. La carte va être défaussée ici. On en pioche une nouvelle pour remplacer la carte portail du marchand. Et qu'est-ce que ça fait lorsqu'on active le portail du marchand? Eh bien, on dévoile les 3 premières cartes ici. Et ces 3 cartes-là vont avoir des coups. Donc, je vais tenter de bouger un tout petit peu pour que vous puissiez voir au moins le coup. Donc, la première carte ici a un coût de 20, la deuxième a un total de 30 et finalement, la troisième a un total de 40. Donc, vous pouvez échanger votre argent
pour acheter les trucs ici. Si jamais vous décidez de le faire, ben, vous allez placer la carte là, dans la défausse, dans le fond du marchand et du butin, et sélectionner ce que vous avez besoin. Vous allez l'ajouter dans votre main et ça va être acheté. Par contre, vous avez d'autres éléments que vous pouvez faire. Donc, pendant la phase du portail du marchand, on est dans la phase, dans le fond, d'achat. Donc, vous pouvez acheter, évidemment, tous ces 3 objets-là que je viens de dire, mais vous pouvez aussi acheter celle du dessus ici. Donc, pour 30 d'or, vous pouvez acheter la première carte sur le dessus. On ne sait pas c'est quoi. Ça peut être bon, ça peut être mauvais. C'est du gambling. Donc, vous pouvez décider de faire ça si vous voulez. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est défausser 2 cartes de votre main. Oups. 2 cartes, pardon, de votre main. Donc, vous les retirez du jeu entièrement pour piocher une carte butin ici. Et là, oh non, j'ai pioché un ossement. J'espérais avoir 20 d'argent, 20 d'or. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, immédiatement, je peux tout de suite la défausser et je pige la prochaine. Et là, hop, j'ai eu fléau gratuit dans ma main. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. En fait, c'est pas mal tout ce qui peut arriver là-dedans. Et la dernière chose, c'est que maintenant qu'on est au marchand, on peut échanger les cartes comme bon nous semble. Donc, si jamais je désire avoir toutes les cartes de l'âne, c'est possible d'échanger complètement ma main ou uniquement les cartes qui me plaisent. Donc là, voilà, j'ai échangé toutes mes cartes avec l'âne. Ça peut être fait avec les joueurs aussi. Donc, lorsque vous êtes en coop, super intéressant parce que tout le monde peut s'échanger les cartes et vraiment se réorganiser. Par contre, attention, quand c'est terminé, vous retournez dans le donjon et ça va être au tour des monstres. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Quand vous avez terminé vos achats, vous défaussez les cartes du marchand et elles seront à tout jamais détruites. Alors voilà, donc disons qu'on a terminé la phase du marchand, on revient en jeu. J'ai 6 cartes dans ma main parce que j'ai acheté des trucs et j'en ai beaucoup plus que prévu. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, c'était déjà la fin de votre tour. Donc, vous étiez à votre maximum de cartes en main, vous êtes allé là, vous êtes rendu avec plus de cartes, tant mieux pour vous. Alors maintenant, on arrive au tour des monstres. Qu'est-ce qui se passe lorsque c'est le tour des monstres? Donc, ici, tantôt, je vous ai présenté le dé avec la face du compagnon. Donc, je vais vous présenter en fait tous les côtés, puisque les monstres vont utiliser ce dé-là pour savoir qui ils vont attaquer. Donc, on a la face, pardon, je ne suis pas capable de le dire, la face du joueur, compagnon sinon joueur, compagnon et joueur, et on a finalement raté, défaussé 2 cartes en main. Donc, les monstres vont lancer ce dé-là et en fonction du résultat, on va devoir appliquer les effets aux 2 derniers joueurs qui ont joué. Alors, dans ce cas-ci, je suis seul, donc ça va être directement à moi. Donc, je lance ça ici et par exemple, j'obtiens ici toucher compagnon et j'en ai pas, donc c'est redirigé vers le joueur. Qu'est-ce qui se passe? Tous les monstres en jeu vont m'attaquer, peu importe où ils sont situés sur le plateau. Donc, dans ce cas-ci, je vais les placer dessus juste pour vous faire un exemple visuel. Donc, dans ce cas-ci, j'ai le chien de l'enfer ici. J'ai le chien de l'enfer ici avec 3 dés. On va les mettre de côté ici. J'ai le serpent géant avec un autre 3D. Et finalement, j'ai la goule avec 2 dés supplémentaires. Toutes les dés que vous voyez ici, ce sont les dés que les ennemis vont lancer et le résultat va être comparé à vos points de vie à vous. Donc, je lance les dés 10, 20, 30, 40, 45. 45, je compare ça à mes points de vie et armure combinée. Dans ce cas-ci, c'est 50. Et vous voyez, j'ai passé très proche de me faire éliminer sur le champ. J'aurais pu, par contre, disons que, je sais pas, j'ai lancé 55. Tiens. Je peux utiliser à tout moment des cartes avec les petites étoiles, comme je vous ai parlé tantôt. À tout moment, je peux l'utiliser pour augmenter mes points de vie temporairement et ainsi ignorer les effets. Ou par exemple, j'aurais pu utiliser l'élixir de départ si je ne l'avais pas défaussé. Ici. Pas défaussé, mais échangé.
Donc, un joueur ou compagnon ignore les attaques et effets jusqu'au début de votre prochain tour. Et j'aurais pu sinon jouer même déviation, puisque je l'avais en main tantôt. Donc, on pouvait ignorer les attaques et les effets et les rediriger la moitié des dégâts sur un ennemi en vue ou hors vue. Donc, vous voyez qu'il y a certains effets qui peuvent même faire que les monstres vont se faire éliminer. Donc, bref, tout ça, c'est des choses que j'aurais pu faire pour me défendre si jamais j'avais été éliminé. Si jamais je n'avais rien de ça dans mes mains, eh bien, je serais mort et la partie serait déjà terminée. Alors, bref, c'est comme ça qu'un tour fonctionne. Donc là, ça va être la fin du tour des ennemis, mais je veux juste avant faire une autre circonstance. Donc, si par exemple j'avais eu ce dé-là ici, les deux joueurs qui ont été attaqués vont devoir défausser 2 cartes en main et les effets et les attaques des monstres est complètement ignoré. Donc leur tour, dans le fond, se termine immédiatement, mais on défausse 2 cartes en main et on va, dans le fond, recommencer le tour des joueurs. Alors, ce qui est important à retenir, c'est que ce merveilleux petit dé-là, ici, est très très bon en fin de partie, mais au début de partie, c'est de la grosse merde à avoir parce que les dégâts, généralement, ne vous élimineront pas et vous allez devoir descendre beaucoup plus rapidement dans le donjon, donc vous allez avoir de la difficulté à temporiser votre descente et ça risque de faire beaucoup plus mal. Alors, voilà. Donc, au début, c'est triste et après ça, c'est le fun. Alors, voilà pour un premier tour de jeu. Ensuite de ça, ça reviendrait à nous et on recommencerait ainsi de suite jusqu'à ce qu'on remporte la partie. Alors, je crois que ça fait le tour de l'explication. J'espère que c'était quand même assez clair pour vous. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à aller visiter la page de Board Game Geek de Hellbringer. Vous avez une fac en français qui est disponible à cet endroit-là. Si jamais ça ne répond pas à vos questions, vous n'êtes pas sur Board Game Geek ou je sais pas, ça vous tente juste pas, vous pouvez aller sur le Discord de Hellbringer. D'ailleurs, je vais juste me transformer. Pas me transformer. Ah, je me transforme! Et non, c'est juste ça, je me remets ici. Alors, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller en bas, juste ici. Donc, hellbringergame.com/linktree. Vous allez avoir tous les liens pour les réseaux sociaux. Donc, je vous invite en fait à aller sur le Discord. Je suis très actif à cet endroit-là et d'autres joueurs aussi. Donc, si jamais vous avez des questions, ça peut être moi ou un autre joueur qui va vous répondre. Et généralement, c'est assez rapide. Là, donc, vous avez généralement une réponse autour de 10-15 minutes. Là. Donc, si jamais vous êtes en train de jouer, vous avez une question, vous pouvez essayer, essayez ça là, puis peut-être que vous allez avoir votre réponse et pouvoir continuer de jouer. Sinon, vous pouvez mettre sur pause et revenir un peu plus tard ou espérer que ce que vous avez fait était bon. Sinon, il y a énormément de vidéos de moi qui joue, donc peut-être que ça va répondre à une de vos questions. Mais somme toute, j'essaie d'être le plus rapide possible pour répondre à toutes vos questions. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre, même si c'est pas la première fois que sûrement que je l'ai eu, votre question. Ça me dérange pas, ça me fait toujours plaisir, comme je dis. Alors, ben voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo de présentation. Si c'est le cas, laissez un petit pouce, un commentaire, ça va être toujours pour l'algorithme YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye! Hellbringer.